Bien, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Juliette Salabert, je dirige le département langue française de France Éducation Internationale et je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour le dernier webinaire de cette semaine anniversaire où nous fêtons, vous le savez ensemble, les 75 ans de notre établissement. Alors j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour cette table ronde virtuelle qui s'intitule Former à distance les enseignants de français, la réponse du secteur public. J'ai le plaisir d'inviter à monter sur scène Arnaud Panier, qui est directeur du Centre de linguistique appliquée de Besançon. Merci à Arnaud de nous rejoindre. Bonjour à tous. Bonjour Arnaud. J'invite à nous rejoindre également Célestine Bianchetti, qui est responsable du pôle langue française de l'Institut français. Bonsoir. Bonsoir Célestine. Et également ma collègue Valérie Lemeunier, qui est responsable de l'unité formation au département langue française de France Éducation Internationale. Bonsoir Valérie, qui va monter sur scène. Également. Voilà. Bonsoir Valérie. Voilà. Bonsoir à tous, désolée. Et puis, il y a aussi en coulisses, vous ne les voyez pas, mais vous allez les voir, notre collègue Véronique Boisseau, qui est chargée de programme de l'unité expertise du département langue française et qui a accepté la tâche invisible et essentielle de gestionnaire de dialogue. Et puis, je garderai le meilleur pour la fin. Nous aurons un invité spécial, Monsieur Stéphane Foin, qui est notre directeur général adjoint, que vous ne verrez pas tout de suite, mais qui nous regarde, qui nous écoute. Donc, faites attention à ce que vous dites et qui viendra conclure cette semaine de webinaire. Alors, avant de vous parler du sujet qui nous réunit et qui nous intéresse, je vais laisser la parole à Véronique Boisseau pour qu'elle vous donne quelques rappels sur le fonctionnement de ce webinaire. Merci Véronique. Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis ravie d'être ici avec vous. Alors, je vais vous donner quelques indications un peu pratiques pour que vous puissiez interagir avec nous, c'est-à-dire poser des questions si vous en avez. Alors, à droite de votre écran, vous avez 3 onglets. L'un qui s'appelle chat, le deuxième question et le troisième sondage. Alors, je vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions et uniquement dans celui-là, puisque ce sera plus facile à récupérer et à trier pour ensuite proposer les questions à nos invités. Et également, vous êtes les bienvenus pour remplir dans l'onglet sondage les 2 questions que nous vous posons pour mieux vous connaître et pour savoir qui a suivi notre webinaire ce soir. Voilà, et le chat est réservé donc plutôt à la convivialité et aux échanges de bonjour et autres. Voilà, merci. Je repasse la parole à Juliette. Merci beaucoup, Véronique. Bien, alors, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Nous sommes aujourd'hui en décembre 2020, je vous apprends rien, et nous faisons tous le bilan d'une année que nous avons traversée avec beaucoup de difficultés et beaucoup d'épreuves. Ce qui est singulier, et c'est un peu toujours le cas dans la vie, effectivement, c'est que si on a tous traversé, je dirais, la même épreuve collective qu'a été la crise Covid et qu'est encore la crise Covid, la réalité, c'est qu'on l'a tous vécu différemment. Alors, je vois sur le chat que vous êtes nombreux à nous rejoindre ce soir et que vous semblez en plus venir de toutes les parties du monde, ce qui nous réjouit toujours. Il est pour autant évident que nos collègues qui étaient en poste, par exemple, à Pékin, n'ont pas vécu la crise de la même façon que nos collègues à Bamako. Et bien, de la même façon, pour nous, opérateurs publics en France, qui à Sèvres, qui à Besançon, qui à Paris, nous avons aussi constaté au cours de nos échanges que nous n'avons pas du tout appréhendé la crise de la même manière. Et c'est cela, en fait, que nous voulions partager avec vous, ce qu'on a trouvé intéressant de vous montrer. Alors, effectivement, pour répondre à nos missions de service public, qui sont de vous accompagner, vous qui êtes à l'étranger, d'essayer de répondre à vos besoins, c'est le cœur de nos métiers, on a tous dû, dans l'urgence, bricoler, initier, c'est d'inventer des choses, des nouvelles formes de dialogue avec vous, de nouvelles formes de proximité, pour essayer d'être en résonance avec vous. Et j'utilise ce terme en faisant référence aux propos, effectivement, du philosophe Hartmut Rosa, qui sera l'invité d'honneur de la prochaine Nuit des idées de l'Institut français, dont le thème excellent, je trouve, cette année, est proche, au pluriel, comment rester, être proche. Donc, effectivement, quand on a discuté ensemble, bien après cette crise Covid, Arnaud, Célestine, Valérie, moi-même, on s'est rendu compte qu'on a mis en œuvre
nos 3 établissements avaient mis en œuvre des initiatives très, très différentes, sans nous concerter, puisque nous étions tous pris dans le feu de l'action pour essayer de donner des réponses. Et on a, alors le CLA et nous-mêmes, nous avons essayé, donc, nos cœurs de métier, c'est la formation de formateurs. Donc, effectivement, on a donné des réponses axées sur la formation pour nous et pour le CLA. Plus pour l'accompagnement du réseau, Célestine, tu en reparleras. Et chacun avec des modalités différentes, puisque là, pour le coup, vous, l'Institut français et le CLA, vous avez opté sans hésiter pour le direct, pour la synchronie, alors que nous, à France Éducation Internationale, on a travaillé plutôt en asynchronie. Vous voyez, on a fait des choses très, très différentes. Et c'est bien l'idée de ce séminaire, c'est de partager avec vous l'expérience vécue telle qu'on l'a vécue nous, avec à la fois nos réussites, mais aussi nos difficultés, et de vous montrer, à vous qui êtes à l'étranger, en quelque sorte, ce qui s'est passé dans les coulisses du théâtre international, non pas du côté de chez Swan, mais du côté des opérateurs. Donc voilà pour le cadre et l'objet de nos échanges. Alors ça va se passer comme ça, on va avoir un dialogue d'une trentaine de minutes. Je vais poser 3 questions à nos intervenants, 10 minutes par question, 3 minutes chacun, si vous suivez bien, et je vais alterner, toujours dans cet ordre-là, le CLA, France Éducation Internationale et FEE. Donc, la première question que j'aimerais vous poser à vous 3 est la suivante. Vous avez dû, comme tout le monde, faire face à des contraintes, et je pense ici à des contraintes peut-être administratives, financières, en tout cas les contraintes de vos propres établissements. Et ces contraintes, je le suppose, ont certainement dû déterminer pour vous un certain champ des possibles. Donc, j'aimerais bien vous demander de revenir, si vous voulez bien, dans une sorte d'arrêt sur image au cœur de la crise Covid. Donc là, je fais ici référence au premier confinement, de mars à juillet 2020. Vous puissiez expliciter à notre auditoire, en quelque sorte, ce qu'a été la genèse de vos partis pris. Donc, je cède d'abord la parole à Arnaud. Merci, Arnaud. Merci beaucoup, Juliette, et merci de cette invitation. Écoutez, je pense que le CLA, de ce côté-là, est assez représentatif des centres de français langue étrangère et des centres de langue en France et ailleurs, parce qu'effectivement, la crise, ça a été un véritable boom dans notre activité au jour le jour. Pour nous, alors tout s'est arrêté assez vite, c'est-à-dire que 90% de notre activité estivale, qui représente quand même un tiers de notre chiffre d'affaires habituel, tout soudain, c'est volatilisé. Et puis devant ce contexte-là, il a fallu réfléchir assez vite et puis se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les stratégies, quels sont les outils, quels sont les dispositifs, quelles sont les ressources humaines que l'on peut mobiliser pour essayer de construire des stratégies qui vont nous permettre, si ce n'est de compenser, tout au moins de dépasser cette crise et puis de construire pour la suite. Alors, en fait, on s'est un petit peu interrogé, en équipe, on a pas mal fait brainstormer, en mauvais français, et puis on a essayé de définir des stratégies à 3 niveaux, court terme, moyen terme, long terme. Alors, le court terme, c'était simple, pour nous, on est université de Franche-Comté, donc le court terme, c'était simple, c'était assurer la continuité pédagogique liée à nos étudiants. On se devait de leur assurer, et beaucoup d'entre eux sont en diplôme d'université, beaucoup d'entre eux ont des comptes à rendre, nous avons nos partenariats avec les universités extérieures, des accords internationaux signés, nous devions de mettre en place cette continuité pédagogique très rapidement. Alors là, je remercie les équipes du CLA qui ont été absolument fabuleuses en quelques journées, effectivement. On était tous pareils, c'est-à-dire des gens, on savait ce que c'était que le téléenseignement, on ne l'avait jamais pratiqué. Toutes ces équipes ont réussi à se mettre au travail et à construire progressivement les moyens pour mettre en place ce téléenseignement, et nos étudiants ont pu bénéficier de cet enseignement à distance. Ça déjà, c'était une première réussite. Bon. C'était une première étape. Le moyen terme, c'était un petit peu plus... là, c'était vraiment ça. C'était vraiment le stratégique à moyen terme. Comment on s'en sort? Qu'est-ce qu'on peut faire là, maintenant? Et je vous avoue qu'en fait, il y a eu alors, je ne voudrais pas parler d'opportunités. Quand on voit ce que cette crise a représenté, je ne voudrais certainement pas parler d'opportunités. Mais on s'est dit, on avait des projets dans la tête, dans le cerveau. Et notamment, c'est ce campus de numérique de formation de formateurs, on l'avait déjà. On souhaitait effectivement penser une offre de formation de formateurs à distance. Et ça a déclenché des choses qui étaient en gestation depuis de longues semaines et de longs mois.
Alors, au début, hein, ça a été un petit peu d'expertise, hein, parce que ça a été beaucoup de travail d'ingénierie. Ça a été un petit peu d'innovation, parce qu'effectivement, il a fallu sortir de notre carcan habituel. Alors, ça a été aussi pas mal de bricolage, hein, il faut bien l'avouer. Il a fallu tester, il a fallu tenter des choses, etc. Et puis, on a réussi petit à petit à consolider une offre de formation voilà, qu'on a mise en place, qu'on a expérimenté cet été. Je suis content parce que je vois pas mal dans le chat de gens, effectivement, avec qui on a déjà travaillé effectivement autour de ce campus. Et puis, ben voilà, on l'a expérimenté, on l'a consolidé. Et puis, cette offre de formation, elle est aujourd'hui pérennisée. On a 20, bon, j'en reviendrai plus tard. Et puis, sur l'offre sur le cours de langue, en fait, là, par contre, c'était alors toujours moyen terme, mais un autre type de réflexion. Et là, vraiment, qui nous interroge encore beaucoup plus aujourd'hui. Parce que là, la réflexion, c'est de se dire, OK, le CLA, maintenant, on est capable de développer des modules de formation à distance. On est capable de faire du flux à distance, de l'anglais à distance, etc. La vraie question, c'est qu'est-ce qui pourrait nous distinguer de l'Institut français de Bamako, de l'Institut français de Singapour, pour déployer cette offre de formation. En quoi sommes-nous légitimes? Et là, c'était une vraie réflexion stratégique pour nous dire, est-ce que c'est un segment pour nous? Est-ce qu'on doit se positionner dessus? Et là, bon, ça serait trop compliqué à expliquer, mais on a trouvé, effectivement, on a identifié un champ qui est l'immersion, et sur lequel l'immersion dans l'environnement francophone, qui est pour nous, c'est encore un work in progress, toujours pour continuer sur du mauvais français. C'est toujours un champ en construction, mais une vraie réflexion qui est que nos cours de langue, pédagogiquement, doivent favoriser l'immersion francophone, une immersion dans l'environnement de France, à Besançon. Donc voilà, ça c'était aussi une vraie réflexion qui nous accompagne. Oui, enfin, pardon. Enfin, je finis juste sur le long terme. Effectivement, là par contre, c'est une vraie réflexion peut-être plus stratégique encore. C'est vraiment la pérennisation. Maintenant, on ne veut pas que ce soit un coup pour rien. On ne veut pas que ça soit simplement voilà, des choses qu'on a faites et puis la crise est finie, on passe à autre chose et puis on revient comme avant. Non, je pense que les outils, on les a consolidés. Ils sont aujourd'hui relativement lisibles. Ils sont positionnés. Voilà. Et donc, on souhaite les conserver comme une corde de plus à notre arc. Et si cette année, c'est un peu compliqué, on espère que les années à venir, on sera plus fort sur ces autres années. Merci beaucoup Arnaud. Effectivement, vous aviez la double tâche d'assurer des cours pour vos étudiants, plus de la formation de formateurs. Alors nous, on avait cette tâche en moins, hein, les étudiants, mais on avait effectivement d'autres défis. Et donc là, je cède la parole à Valérie pour raconter un petit peu à notre auditoire ce qui s'est passé du côté de France Éducation Internationale. Valérie, je t'en prie. Alors, du côté de France Éducation Internationale, Pardon, on m'indiquait qu'il fallait que j'active mon micro. Et donc, comme nous étions à cette période de préparation de l'université d'été belge, il nous a fallu rétro-pédaler, si je puis dire, et puis repenser un peu les choses. Donc, le temps qu'on annule, le temps qu'on explore un petit peu d'autres pistes et qu'on mette en place cette nouvelle offre, c'était un petit peu compliqué et finalement ça s'est fait très rapidement puisque en gros on avait 2 mois et demi pour repenser les choses. Au moment où on a repensé donc notre offre, on s'est interrogé évidemment sur les contraintes qu'on avait, le niveau d'équipement de nos formateurs qui était pas toujours le même puisque comme vous le savez on fait appel nous à des équipes extérieures à celles de l'établissement et puis l'équipement aussi des participants. Ça nous interrogeait également. Ce qui nous interrogeait aussi, c'était le degré de maîtrise des nouveaux outils. On savait que les uns et les autres n'avaient pas forcément le même degré de maîtrise. On souhaitait également repenser les choses. Donc, ça voulait dire aussi qu'il fallait que nos formations qui étaient actuellement en présence, on les fasse évoluer pour les proposer à distance. Il y avait aussi le problème des fuseaux horaires qui nous préoccupait particulièrement. Comment on pouvait proposer une offre qui puisse toucher tous les fuseaux horaires sans obliger nos formateurs à travailler la nuit. Et puis, il y avait aussi
la prise en charge financière, comment ça allait se passer, puisque on a, dans le cadre de nos formations, on reçoit beaucoup de boursiers. Or, les bourses étaient prévues pour des stages en présence, donc est-ce que ça allait être possible de prendre en charge des formations à distance? Voilà, il y avait tous ces problèmes-là. Par ailleurs, au CIEP, on était, à France Éducation Internationale, pardon, on était dans un cadre un peu particulier, puisque tous les agents étaient en télétravail. Et donc, comme nous étions tous en télétravail, on devait travailler avec une équipe un peu restreinte qui travaillait depuis son domicile, donc avec des conditions pas toujours optimales de connexion et d'équipement. Donc voilà, tout ça, ça nous interrogeait énormément et du coup, on se disait que peut-être le plus simple et le plus facile à mettre en place, c'était de plutôt penser à de l'asynchrone. De l'asynchrone qui puisse être accessible au plus grand nombre, y compris à ceux qui n'ont pas forcément une connexion optimale. Et puis, ça permettait aussi d'être accessible à des enseignants qui, si je puis dire, sont un peu en insécurité numérique, c'est-à-dire avec une maîtrise de l'outil informatique qui peut être très inégale. Donc l'idée, ça a été d'essayer de trouver des moyens pour satisfaire ces différents publics en fonction des contraintes de chacun. Voilà, je crois qu'on a autour de ces questions, c'est là qu'on a décidé finalement de proposer une formation asynchrone et gratuite pour permettre au plus grand nombre de pouvoir s'associer à nous. Merci beaucoup Valérie. Et pendant ce temps-là, rue du Capitaine Scott, Célestine, que s'est-il passé? Alors, rue du Capitaine Scott, pas grand-chose puisque nous étions aussi tous en télétravail les uns chez les autres. Mais effectivement, alors nous, on a eu une réaction à cette crise, comme tout le monde, hein, parce que ça nous est tombé dessus comme un peu tout le monde, mais dans laquelle on a essayé d'être les plus réactifs et les plus à l'écoute possible du réseau. Et dès le début de la crise, on a pris une grande attention à être à l'écoute de ce réseau et à réagir en fonction de ce qui arrivait. Et ce qui s'est passé, c'est que on a particulièrement regardé ce qui se passait en Asie, chez nos collègues qui étaient entrés les premiers dans la crise sanitaire, et on a travaillé avec eux. Et tout le long de la crise, on a vraiment travaillé avec le réseau, avec les postes diplomatiques, pour essayer de comprendre comment collectivement on arrivait à aborder une réponse et à surmonter autant que faire se peut cette crise. Alors, de notre côté, qu'est-ce que ça a été de travailler avec le réseau? Ça a été d'abord de s'adapter, d'adapter nos offres que nous avions, maximiser l'utilisation de tous les dispositifs numériques qui existaient. Alors, on avait de la chance d'avoir déjà des webinaires qui existaient, mais qui étaient pour un public enseignant, d'avoir Culture Tech qui existait, qui est une médiathèque numérique, d'avoir IFProf, qui est un réseau social. Néanmoins, tous ces dispositifs ont très rapidement été mis à contribution et modifiés pour être en capacité de pouvoir continuer à travailler avec le réseau et faire en sorte que la continuité pédagogique puisse se faire chez les collègues. Alors, je pense que l'ensemble du réseau maintenant connaît très bien Martin Lafitte et Jérôme Carujo qui ont été sur scène pendant une série de 13 webinaires qui ont eu un rythme hebdomadaire et dès le début ont permis de vraiment maintenir ce contact, de faire échanger le réseau avec le réseau, et c'était un impératif pour nous et c'était très important de pouvoir agir rapidement. Et finalement, ce qui a caractérisé notre entrée et le suivi de cette crise, c'était ce besoin de réactivité et de pouvoir, en fonction des semaines, en fonction des enjeux, en fonction de la tournure que prenaient les événements, être en capacité de collectivement y réfléchir et de pouvoir monter, et c'est un exemple, mais je trouve qu'il illustre bien l'ensemble de nos actions, pouvoir monter semaine après semaine des webinaires, d'avoir le réseau qui était absolument parfait parce qu'on les appelait parfois à 24 heures du webinaire pour leur demander s'ils souhaitaient intervenir, travailler aussi avec les partenaires en permanence, essayer de voir, de recoller les morceaux de ce puzzle
étant chacun coincé chez nous et de réussir à discuter ensemble. Et puis, un besoin de pouvoir aussi être réactif pour que nos solutions n'arrivent pas trop tard. Parce qu'il y avait besoin d'avoir une réactivité, mais les gens avaient besoin de pouvoir proposer des offres très rapidement. Et par exemple, pour Culture Tech, le réseau culturel nous a indiqué qu'ils avaient besoin d'avoir des accès les plus larges possibles et de pouvoir l'offrir à leurs adhérents avant que ces publics-là aillent vers d'autres offres et aillent vers d'autres contenus, parce que c'était un contenu de qualité et qui permettait aux établissements de remplir leur mission tout en étant fermés à l'accueil du public. Et donc, puisqu'on parlait de ce qui se passait derrière les portes, nous, ça a été opérer beaucoup de choix d'investissement dans l'urgence, essayer de faire les bons choix, investir, alors beaucoup de temps, les équipes y ont passé un temps fou et le rythme hebdomadaire était absolument incroyable, et puis financier aussi. Pour donner un exemple, Culture Tech, c'était plus de 400% de fréquentation pendant la crise. On a dû développer des serveurs et être en capacité pour IFProf de passer d'une ouverture de site pays qui se fait normalement en 5 semaines à une accélération de la formation des équipes et de l'ouverture des sites pour que tout le monde puisse avoir accès à tout et puisse mutualiser toutes ces solutions. Et puis après, c'était aussi être en capacité de réagir à l'abandon de la programmation initiale. Il y a quand même beaucoup de projets soutenus par l'Institut français qui sont des projets de mobilité. Et évidemment, l'ensemble de l'Institut a dû réagir et repenser toute une série de formats. Aujourd'hui, on parle spécifiquement de la question éducative et de l'enseignement-apprentissage des langues, mais c'est vrai que dans ce domaine-là, ça allait dans tous, et de pouvoir permettre aux postes de reporter des projets pour lesquels on les accompagnait financièrement, de pouvoir changer des modalités, et tout ça, à la fois dans l'échange, à la fois dans les contraintes administratives et juridiques, être en capacité d'aménager notre fonctionnement habituel. Voilà. Oui, bien sûr. Merci, Célestine. Alors, moi, ce qui me frappe en vous entendant, c'est que je me rends compte qu'on a tous été finalement motivés par des préoccupations extrêmement différentes. Si j'essaie de résumer en quelques mots les propos que vous nous avez tenus, Célestine, pour vous, à l'Institut, vous étiez presque dans le souci d'un suivi instantané, en fait. Vous étiez dans une espèce de géographie temporelle de la crise, l'Asie, l'Italie, et puis tout ce qui y rentrait, essayer de les accompagner en temps réel, en quelque sorte. De ton côté, Arnaud, à Besançon, votre défi, c'était essayer de répondre présent en temps et en heure. En fait, vous étiez dans le défi de l'ici et maintenant, de l'ubiquité. Et nous, à France Éducation Internationale, alors, on était sur une autre orientation. C'était plutôt un souci égalitariste. On est dans une géographie plutôt des territoires isolés. Comment rendre les choses les plus accessibles à tous. Donc, c'est effectivement pas du tout, dès le départ, on n'a pas eu du tout les mêmes préoccupations. Et finalement, heureusement, puisque nous avons tous les trois initié des initiatives qui ont été, je crois, extrêmement complémentaires, alors même, je le rappelle, qu'on n'a même pas eu le temps entre nous, alors qu'on se parle très régulièrement, de se parler pour le coup, parce qu'en mars, on était tous in medias res, en train d'essayer de faire les choses, généralement de chez nous, de notre cuisine, avec nos équipes en télétravail sur Teams ou sur Zoom. Donc, merci pour ce décor qui plante bien un petit peu les conditions de travail telles qu'elles ont été vécues par nos équipes ici à Paris et Besançon, pardon. Et là, la question que j'aimerais vous poser, donc, on fait un petit saut temporel, on arrive fin juillet 2020. Est-ce que vous pouvez nous dire assez clairement maintenant ce qui a marché dans vos initiatives, mais aussi ce qui a dysfonctionné, s'il vous plaît, dans cet ordre, et pourquoi? Voilà, je vous laisse juste 3 minutes pour nous dire ça et nous expliquer un peu les points saillants de votre retour réflexif sur vos premières actions. Je continue à céder la parole d'abord à Arnaud, si tu veux bien. Oui, excusez-moi, j'ai eu un temps de latence sur la connexion. Alors oui, effectivement, ce qui a fonctionné ou dysfonctionné chez nous, alors je présente très très rapidement le dispositif qu'on a réussi à construire. C'est-à-dire que nous avons mis en place une banque de ressources de formation professionnelle, en gros 24 modules de formation, chacun de ces modules donnant matière à des ateliers synchrones de formation professionnelle. C'est-à-dire qu'en gros, je suis un enseignant,
je choisis un module, 2 modules, 3 modules, et derrière, je vais accéder pendant une semaine pour chaque module à 5 séances d'1h30 en synchronie pour voilà, monter en compétence sur tel ou tel sujet, des sujets de didactique de français langue étrangère. Bon. Alors, c'était notre choix, c'est-à-dire on a voulu faire quelque chose de léger, d'intensif et surtout d'interactif. Alors ça, on en est content. Ça, effectivement, ce format léger, ça nous est apparu quelque chose de pertinent parce que ça s'adapte, c'est modulable, ça s'adapte assez au champ des possibles. Nos collègues à l'étranger sont ils ont une vie professionnelle, ils ont une vie familiale, ils ont une vie tout simplement, et donc c'est assez compliqué pour eux de rentrer dans des process dans des codes importants, trop lourds et compliqués. Donc ce format nous est apparu relativement pertinent. Et quelque chose qui nous a semblé aussi très utile grâce justement à cette notion de synchronie, c'est l'échange humain. On a réussi, enfin tous là, on a effectivement évoqué la perte de mobilité, le fait que les relations se sont distendues, même entre collègues, on est éloignés les uns des autres, etc. Et ça, bon voilà, ça a été frustrant, ça a été compliqué. Beaucoup de projets, même de perspectives personnelles, ont été un petit peu brisés par ça. Et finalement, on s'est aperçu que dans une certaine mesure, le fait de se rencontrer de façon régulière dans une classe synchrone sur des périodes intensives, ça recrée du lien humain. Et par exemple, pour prendre l'exemple de la Grèce ou des pays dans lesquels on a eu l'occasion de développer des campus numériques un petit peu développés, on a réussi à aboutir à des situations où les gens étaient quasiment en larmes, ça serait un petit peu exagéré, mais à la fin de la formation, il y avait un vrai rapport humain qui s'était créé. Et ça rappelait les formations en présentiel, comme lorsque, boursier du gouvernement français, quelqu'un vient 2 semaines ou 1 mois à Besançon en présentiel pendant l'été. Donc ça, c'était vraiment une vraie réussite par rapport effectivement à ce qu'on a souhaité mettre en place. Après, une deuxième réussite, ça a été le panier de modules. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vraiment tout de suite voulu ne pas limiter à 1, 2, 3 items de formation continue. On voulait vraiment que les postes et que les collègues puissent choisir parmi une vaste étendue d'items possibles des contenus de formation de façon à ce que les plans de formation puissent s'adapter un petit peu à des besoins individualisés. Ça a marché et je crois, alors vous allez voir, il y a un implicite négatif. Mais ça a plutôt marché et je crois qu'effectivement, ça aussi, on va le garder. On tient à conserver une banque d'offres de formation relativement élargie. Et puis, par contre, une chose, c'est que honnêtement, on aurait eu beau déployer toute l'ingénierie éducative du monde, ce qui a marché, c'est la compétence professionnelle de nos collègues. Je dois bien l'avouer, c'est nos profs. Parce que ce sont et de la même façon que les profs des centres de FLE en France, c'est pas ceux de Besançon en particulier, quoique, mais nos profs sont vraiment très bons et ils ont réussi vraiment à rebondir sur cette modalité à distance et à réinvestir les problématiques et à intéresser les publics qui étaient en face de nous. Donc, ça, c'était le point déterminant. Cette banque de formation a intéressé nos collègues et nos partenaires, mais ce sont nos enseignants qui, à travers leurs compétences, ont transformé l'essai. Après, les points négatifs, parce qu'il y en a aussi. Alors, tu l'évoquais, Valérie, c'est l'environnement technologique. Parce qu'on essaye au début de tout normer, on essaye de tout faire, boum, 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 ça sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis finalement, au bout du bout, il faut s'adapter aux contraintes technologiques qui sont celles qui sont aussi en face de nous. Et ça finit par alors on avait beau tout préparer, tout planifier, tout considérer, voilà, ça va être comme ça. Et puis en fait, pas du tout. Et il faut tout remettre en chantier parce que voilà, ça sera pas Zoom, ça sera Jitsi, parce que ça sera pas parce qu'il va falloir retravailler en fonction d'un autre contexte. Et il n'y a pas que notre cahier des charges. Évidemment, il faut prendre en considération le domaine de faisabilité qui est en face de nous. Et ça, mine de rien, c'est souvent dans la dernière semaine qu'il faut faire des ajustements, etc. Et ça peut être déstabilisateur et donc ça peut être perturbant. Aussi pour les enseignants, c'est pas très confortable, je l'avoue, pour les enseignants qui se retrouvent souvent en insécurité dans la conduite des formations. Alors, je vous disais tout à l'heure, le revers de la médaille, il y en a un sacré. C'est parce qu'au début, on est parti tout feu, tout flamme avec, ouais, super, 24 modules, on va faire on peut vraiment monter des plans de formation très ambitieux, etc., etc. Et on s'était dit, allez,
tout le monde, ça faisait 12 semaines de formation, juin, juillet, août. Il y a les fuseaux horaires, c'est pas grave. Les gens, on a notre site de communication, inscrivez-vous et nous, on se débrouillera pour constituer des groupes et pour essayer de construire, de rassembler des gens pour suivre une formation. Surtout pas. C'était vraiment très complexe et effectivement, petit à petit, ça nous amenait à réfléchir à l'ingénierie de notre projet. Bon, on a géré, hein, et effectivement, on a réussi à peu près à structurer les choses cet été, mais merci à nos secrétariats de scolarité qui ont fait un travail exemplaire. Et là, maintenant, effectivement, nous ne travaillons plus que de façon différente, à savoir, nous passons par les commanditaires qui, eux, structurent les groupes, mettent en place les groupes de formation, et c'est à partir des besoins des commanditaires que nous déployons des formations pour les enseignants qui ont été identifiés. À certaines périodes de l'année, nous ouvrirons des modules, quelques modules pour des individuels à des moments ponctuels dans l'année pour favoriser là aussi ces inscriptions individuelles. Et puis, ce que je voulais aussi insister, c'était le recentrage de notre offre, hein, effectivement, en coopération éducative, justement. Et la complexité est là. Comment normer une offre qui, en passant par les outils de la distance, devient très, très versatile. Comment réussir à structurer un paysage qui, nécessairement, s'ouvre au monde entier et donc devient très complexe à gérer. Oui, tout à fait. Merci Arnaud pour ces réflexions et ces partages d'expériences. Alors Valérie, je te cède la parole de ton côté, nos réussites et nos difficultés, nous aussi, parce qu'on en a eu, bien sûr. Alors, contrairement au CLA, nous, on n'a pas connu le stress de la synchronie, hein, puisqu'on avait fait un choix différent. Alors, je ne vais pas dire qu'on n'a pas connu de stress, parce que je pense que les équipes ne seront pas d'accord, et notamment le chef de projet qui a mis en musique tout ce à quoi nous avions pensé, qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais pour qui j'ai une grosse pensée, évidemment, Monsieur Pérez, et qui lui a beaucoup stressé, je pense, pendant cette période. Alors beaucoup stressé, notamment chez nous, plus au moment finalement des inscriptions, puisqu'on avait fait un système qui permettait aux gens de se préinscrire à des parcours qu'on proposait, des parcours plus orientés pour le français langue étrangère, pour l'enseignement du français langue étrangère, pour l'enseignement du français en section bilingue. On avait une offre comme ça qui permettait à chacun de faire un peu son marché, mais la grosse surprise pour nous, ça a été quand même si c'était gratuit, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup d'inscriptions, mais quand on a vu 25 000 personnes s'inscrire, je vous avoue qu'on a eu un moment de panique. Donc ça a bien fonctionné, évidemment. Après, ça veut dire que il a fallu gérer les échanges en amont, en aval, etc. Et donc, je crois qu'on a atteint des 5 000 échanges au total par jour. Donc, c'était un peu énorme. Mais l'équipe a réussi, je dirais, à relever le défi. D'ailleurs, on a été plutôt récompensés puisqu'on a reçu pas mal de messages de remerciements de la part des participants. Donc, ça nous a un peu conforté dans l'idée qu'on avait peut-être fait un choix assez stratégique à ce moment-là, d'autant qu'on pouvait finalement pas vraiment proposer autre chose. On est parti, nous, de parcours qui existaient déjà, mais sur les parties gratuites, auxquelles on a rajouté un accompagnement qui permettait donc, à travers des forums, d'avoir des échanges en questions-réponses. Et je dirais que ce qui a été aussi important dans les réussites, c'est peut-être le succès des modules accessibles hors connexion. Donc, ils ont remporté un franc succès. Alors, je modérerai un peu parce que c'est aussi peut-être lié à la thématique. On avait des modules accessibles hors connexion qui étaient des modules plus transversaux, donc qui pouvaient finalement satisfaire un public plus large. Mais ce qui est important aussi, c'est que dans les retours qu'on a eus, on a pu constater que cette offre avait intéressé aussi un public qui n'a pas vraiment toujours l'envie d'être accompagné.
et qui souhaitent plutôt travailler en autonomie. Donc ça, c'était une grande surprise parce qu'on s'attendait finalement à ce que la faiblesse soit le manque d'accompagnement. Et puis, on a eu finalement des retours qui nous disaient aussi, bah non, moi, l'avantage, c'est que finalement, je suis libre de mon temps, je peux faire un petit peu les choses comme je veux et ça me convient tout à fait. Donc voilà, on a eu ça. Et puis, je pense qu'on a touché aussi de nouveaux publics. On a eu une proportion d'inscriptions individuelles plus importante que quand on est en présence. Alors, la gratuité joue forcément, mais je pense que ce n'est pas le seul argument puisque on a des enseignants qui ont du mal à se libérer 15 jours l'été pour venir en France faire leur formation. En revanche, ils peuvent s'organiser dans leur journée pour se libérer de manière à se former, même si ils peuvent continuer leurs activités par ailleurs. Et c'est notamment le cas aux États-Unis, puisqu'on voit bien quand on part en mission aux États-Unis qu'il faut finalement on peut mobiliser les enseignants qu'une journée de suite. Donc là, l'intérêt finalement pour eux, c'était qu'ils pouvaient s'inscrire alors qu'ils ne sont pas en mesure de venir nous rejoindre sur une période plus longue. Voilà, je dirais aussi un des points positifs, moi je trouve, c'est que l'expérience a démontré la nécessité de faire preuve au sein d'une équipe de solidarité, enfin encore plus je dirais qu'en temps normal. Les équipes ont également dû développer leur capacité d'adaptation, de gestion des urgences et ils ont dû aussi s'inscrire dans des cadres beaucoup plus contraignants et donc faire preuve d'inventivité. Donc voilà, ça c'est pour le positif. Le négatif, c'est sûrement que pour nous c'était un peu frustrant parce que on n'avait pas le contact avec les participants. Comme chacun sait, le stage et l'université d'été, que ce soit chez nous ou dans d'autres structures, c'est un moment important, c'est un moment de convivialité. Donc tous ces moments de convivialité nous manquaient à tous au milieu des moments de formation. Les formations sont fatigantes, mais on trouve justement des ressources au moment de ces moments de convivialité qu'on n'avait plus. Ça, c'est un des points, je dirais, négatifs. L'autre point, peut-être, c'est qu'évidemment, on a, comme tous, des plateformes qui sont configurées pour gérer des petits groupes et permettre un suivi plus individualisé. Donc là, avec le nombre d'inscriptions, c'était pas toujours évident, mais on a pu à peu près, je pense, gérer les choses malgré tout. Et voilà. Et puis je dirais aussi que sur les 25 000 inscrits, on peut c'est difficile d'évaluer parce qu'on n'a pas forcément tous les éléments en main pour le faire, toujours, mais on estime qu'environ 15 000 ont réellement participé sur les 25 000 inscrits. Voilà. C'est à peu près, je pense, tout ce que je voulais dire. Mais ce que je pense aussi, c'est que finalement, comme disait un petit peu tout à l'heure Arnaud, on apprend en faisant et on apprend de ses erreurs. Et que finalement, tout ce qu'on a mis en place aujourd'hui, l'idée, c'est effectivement de le pérenniser. Je pense que on a pu constater vraiment que l'événement créait le besoin. On nous avait longtemps dit que finalement les formations à distance, il fallait laisser au maximum la possibilité aux gens de s'inscrire à tout moment et donc pas faire d'événements ou de rentrées. Eh bien, je trouve que l'expérience de cet été nous a prouvé le contraire. Voilà. Merci Valérie, merci. Et donc maintenant Célestine, vous, alors vos réussites, vos fiertés, vos difficultés. Merci. Alors, nos fiertés, nos réussites, enfin tout ce qui a été très positif en premier lieu, vous êtes tous revenus sur la dimension humaine et pour nous aussi, ça a été, je crois, comme chez l'ensemble de tous nos collègues dans le réseau, le vrai point fort en fait de notre capacité de réaction, elle tient beaucoup à la capacité des équipes de se mobiliser et nous, on a eu la chance d'avoir une agilité extrême à la fois des collègues, capacité à se réinventer, à essayer de réorienter les approches, et puis aussi côté administratif et juridique. J'en parlais un tout petit peu au début, mais c'est vrai qu'on a eu de la part de notre secrétariat général, de notre direction,
une capacité à nous suivre et à faire un énorme travail pour que quand on souhaite mettre quelque chose en place 2 semaines après, ce soit prêt, que quand il y a des procédures juridiques qui sont facilitées, l'autre service juridique, le lendemain, est en capacité de les mettre en œuvre. Ça a vraiment été quelque chose qui nous a permis d'avoir cette réactivité dont je parlais dans la première partie. Et puis, côté métier aussi, évidemment, bousculer le rythme habituel, constituer des offres, aller beaucoup plus vite, etc. En termes maintenant de ce qui a bien marché dans tout ce qu'on avait, donc on va être beaucoup sur des outils, hein, évidemment, puisqu'on avait des outils numériques et ils ont fonctionné. On a eu quelques frayeurs à certains moments en se demandant si ça allait tenir, mais tout a tenu. On est passé d'outils webinaires qui nous permettaient d'accueillir 100 personnes à 200, puis 500, puis 1000. Donc, au fur et à mesure des semaines, on a changé. Et tous ces outils-là, qui n'étaient pas forcément pensés pour l'utilisation qu'on en a eu, se sont révélés absolument parfaits pour accompagner le réseau. Alors parfait, sans doute pas complètement, il y a toujours des choses à améliorer, mais en tout cas, ils ont rempli leur fonction. Et puis, ce qui était en fait, quand on prend un petit peu de recul, même si on est encore en plein dans cette crise et qu'on n'a pas fini de devoir se réinventer, ce qui était notre partie plutôt innovation, c'est vraiment devenu le cœur de notre action pendant quelques mois, et je pense que ça va rester. On pourra peut-être parler après des suites et de l'avenir, mais là, le constat immédiat, ce qui a fonctionné, c'est se dire l'Institut français pousse un certain nombre de champs qui sont prioritaires, qui pour lui sont des éléments à avoir en tête. Alors je pense à toute la dimension cours en ligne, qui pendant très longtemps a été quelque chose que l'on essayait de développer avec les postes. On essayait avec les centres de cours du réseau culturel de réfléchir à la façon dont on devait positionner ces offres. Et du jour au lendemain, c'est devenu le seul mode d'action, le seul mode de dispense. Et donc, nous, on a été en capacité de dire, ben voilà, on a une petite expérience. Alors, elle n'était pas parfaite et on n'a de loin pas terminé de travailler ce sujet-là, mais il y avait bien ça. Et puis, adapter des outils, par exemple IFProf, qui, pour le coup, était un outil essentiellement asynchrone. Les échanges qui avaient lieu sur IFProf étaient beaucoup du passage d'informations, du partage de documents, de ressources. Et on a adapté, et ça aussi, ça a fonctionné, c'est comprendre que la synchronicité et l'échange immédiat étaient essentiels pour faire réseau. Et on ajoute donc actuellement, il vient d'être lancé à l'occasion de la Journée internationale du prof de français, un module webinaire sur IFProf pour permettre aux animateurs de faire des webinaires avec leurs équipes. J'en cite quelques-uns comme ça, mais il y en a un autre qui est très emblématique pour nous, une évolution aussi qui a bien fonctionné, c'est tout l'accompagnement des centres de cours, notamment l'accompagnement de la stratégie de ces centres et de la structuration via la démarche qualité. On a une démarche qualité adaptée aux centres de cours que l'on met en œuvre depuis quelques années. Et là aussi, les équipes ont vraiment réfléchi très rapidement à la manière dont, en étant à distance et en ayant le réseau entier qui était face aux mêmes problématiques au même moment, on pouvait essayer de changer d'échelle et de faire une démarche qualité appliquée aux établissements qui soit réellement mondiale, puisqu'il fallait réfléchir aux stratégies, non pas pour un établissement dans un contexte particulier, certes, les contextes restent tous particuliers, mais avec des établissements qui étaient tous confrontés aux mêmes difficultés en même temps et très brutalement. Et donc, on a mis en place un dispositif numérique qui permet les échanges, qui permet le partage de ressources et qui nous permet de tenir des sessions de formation avec les experts. Et d'ailleurs, vous, autour de la table, êtes parmi notre premier partenaire, aux côtés d'autres partenaires avec lesquels on travaille en permanence, notamment l'Alliance française de Paris, le CAVILAM, et qui nous permet de vraiment travailler collectivement et d'avoir trouvé cette structure-là pour échanger. Et puis, une dernière chose peut-être sur le positif et pour ce qui a fonctionné, je parlais au début du souci de comprendre ce qui se passait et comprendre ce que les autres faisaient. Et nous, on a eu besoin de réfléchir au bon positionnement. Alors, c'était un peu un pari, notamment pour les besoins des équipes enseignantes. On a essayé de réfléchir très rapidement au positionnement qu'on devait aborder. J'espère qu'on l'a trouvé, ce bon positionnement. Les retours, en tout cas, sont plutôt bons de la part de nos collègues, mais on est tout à fait attentif à l'ensemble des retours. N'hésitez pas à continuer à nous demander plus. Et donc, comme il s'agissait de ne pas faire en double,
Il ne s'agissait pas de produire des ressources pédagogiques qui étaient produites par des partenaires d'excellente qualité. Là aussi, hein, TV5, RFI ont fait vraiment un travail incroyable pendant toute la crise. Des formations qui étaient dispensées et qui étaient proposées. Il ne s'agissait pas de doubler tout ça, mais plutôt d'éditorialiser. C'était un vrai besoin. Il y avait beaucoup de choses partout. Il fallait voir ce qui était nécessaire de mettre en place, communiquer et mutualiser pour qu'on facilite le travail de chacun. Et donc, le temps qui a été passé, ce temps passé avec les postes, avec les éditeurs de français de langue étrangère, avec les différents acteurs et partenaires, il nous a permis de réagir le plus rapidement possible. Et puis, un dernier succès avant de passer dans les moins, mais je serai plus rapide parce que je préfère garder de bons souvenirs. Mais un autre succès, ça a été la campagne Plus loin, qui a été lancée pour accompagner le réseau culturel et faire en sorte que les publics s'intéressent à l'apprentissage du français et aillent vers le français dans un moment numérique où on ne peut pas forcément avoir les mêmes dispositifs de communication qu'habituellement. Et donc, ce dispositif, alors, c'est toujours en cours, la campagne est en cours. Il y a eu un premier lancement d'un dispositif WhatsApp qui était très novateur, qui nous a beaucoup stressé parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre, qui a remarquablement fonctionné, voire peut-être trop dans certains pays, puisqu'on a des collègues en Amérique latine qui ont eu en une journée 15 000 messages déployés chez eux. Mais en tout cas, ça a été un beau succès. Et puis quand même, parce que je me prête à l'exercice, mais évidemment, on a eu beaucoup de difficultés, on a eu des problèmes aussi. Le stress, on en parlait tout à l'heure, hein, le stress du rythme. Tenir 13 semaines de suite avec le réseau, trouver les bons interlocuteurs, réussir à garder toujours une parité, essayer d'écouter tout le réseau, les grands centres, les petits centres, les instituts français et les alliances françaises, évidemment. Et puis, faire en sorte que les gens ne soient pas essoufflés et ne soient pas épuisés. Et la difficulté, c'était trouver un rythme et en fonction de la période, arriver à l'avoir correctement, puisque si au début, les gens avaient besoin de beaucoup communiquer, à un moment donné, il y a une saturation d'informations. Donc, nous avons choisi d'arrêter les webinaires hebdomadaires et de revenir à des rythmes beaucoup plus lents de communication avec le réseau, de privilégier d'autres formats, parce qu'il y avait aussi la fatigue accumulée de l'ensemble des collègues partout dans le monde et le besoin de revenir. Et puis, dernière chose, et je m'arrête à ce moment-là, une autre frustration, c'est l'impossibilité d'avoir une réponse immédiate et complète. Et en fait, aujourd'hui, on met en œuvre des études sur les usages et les besoins du réseau pour les centres de cours par rapport au numérique éducatif, etc. C'est un temps qui est incompressible. Il faut qu'on soit en capacité d'avoir des stratégies sur le long terme. Et on sait qu'il y a une urgence qui est là. Et néanmoins, il y a des temps qu'on est obligé de prendre pour pouvoir avoir une réponse pour l'ensemble du réseau, parce que ce sont des investissements et des orientations de travail qui sont essentielles et qui sont très significatives pour les centres et qu'on ne peut pas se tromper. Voilà. Je m'arrête là. Merci beaucoup Célestine, merci à tous les trois pour votre transparence, même sur les difficultés. Je crois qu'au fond, l'expérience qu'on a vécue nous amène à la même conclusion. C'est que effectivement le 100% en ligne ne remplacera pas le présentiel. Personne ne veut que ça remplace le présentiel. Ce n'est pas le but essentiel de la formation en ligne. Mais en revanche, ce qui est incontestable, c'est que le numérique est devenu aujourd'hui une valeur ajoutée incontestable, telle qu'elle ne l'était pas, je dirais, avant mars 2020. Le numérique, on en connaît tous les écueils. Trop de webinaires tuent les webinaires, même si on en fait un ce soir, effectivement. Mais la question qu'on se pose tous maintenant, c'est comment trouver la bonne distance à soi, aux autres, etc. Alors, malheureusement, je vois que l'heure tourne et j'aimerais bien quand même qu'on laisse la parole au public. Peut-être que la dernière question que je voulais vous poser, c'était en quelques mots-clés, quelles étaient les recettes efficaces pour accompagner les publics, mais peut-être que les questions de la salle vont vous amener à répondre à cette question. Donc, si vous êtes d'accord, j'arrête notre dialogue fructueux maintenant parce que j'aimerais bien qu'on puisse écouter ce que l'auditoire a à nous dire, peut-être aussi, comment ils ont vécu les choses, et dans les 10 minutes qui nous restent, leur laisser la parole. Donc, j'appelle à présent Véronique Boisseau de tes studios. Est-ce que Véronique, tu nous entends? Et est-ce que tu as eu des questions? S'il n'y a aucune question, on continuera notre dialogue bien naturellement. Alors, oui, merci Juliette. Oui, bien sûr, il y a des questions. Alors, justement, c'est très intéressant parce que la question que tu n'as pas posée a été posée dans le chat. Donc, voilà, ça va être l'occasion pour
pour chacun de répondre. Donc, une question qui revient évidemment, c'est quel futur finalement après cette pandémie? Est-ce que on va garder le distanciel? Comment ça va cohabiter avec le présentiel? Est-ce que est-ce qu'il y a un avant et un après en fait dans la formation? Et puis on pose en corollaire, j'allais dire, l'efficacité aussi de la formation à distance par rapport à la formation présentielle. Donc effectivement, parmi les questions, on a exactement cette question de l'avenir. Après la crise, est-ce qu'on va continuer à travailler à distance et comment ça va s'articuler avec le présentiel? Voilà, donc je vous pose la question. On garde notre ordre habituel pour pas se bousculer en cette fin de journée. Arnaud, à toi l'honneur. Tu vois notre galanterie quand même. Oui, effectivement, j'en suis particulièrement sensible. De toute façon, je fais très vite. Il y a quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'est justement ce que disait Valérie à l'instant. Elle disait effectivement que le public de votre action de l'été est à la recherche de formation asynchrone, alors que moi-même, quelques instants plus tôt, je vous disais que notre public était en recherche de formation synchrone. Là, il y a quand même un terrain hyper intéressant à analyser, parce qu'effectivement, je pense que nos conclusions sont toutes les deux bonnes. Donc, effectivement, il va falloir aller un petit peu plus loin. Pourquoi est-ce que à travers notre offre de formation, notre public était à la recherche de ce qu'on lui a proposé, et pourquoi, de la même façon, le vôtre était à la recherche de cette modalité asynchrone. Ça, c'est vrai, c'est un champ même scientifique, c'est un champ académique passionnant, y compris pour la recherche. Alors, du coup, moi, par contre, on va continuer sur le synchrone parce qu'effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une modalité fluide qui permet de toucher les gens et on est quand même attentif à créer ce contact interpersonnel, on souhaite le conserver. Par contre, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'était justement que le synchrone tout seul, ça avait des limites et qu'on ne va pas rajouter énormément de asynchrone. Par contre, on a bien pris conscience des moments auxquels il nous fallait travailler selon des modalités asynchrones et en quoi est-ce que ces modalités-là viennent enrichir la formation. Donc ça, c'est une vraie réflexion qui a vraiment un versant scientifique. Et il va falloir l'affiner. On a un groupe de travail en ce moment au CLA, justement, qui est en train de réfléchir à ça, la meilleure complémentarité par rapport à notre contexte et par rapport à nos objectifs, mais voir quelle est la bonne complémentarité entre l'asynchrone et l'asynchrone. Et par rapport à nos objectifs et notre contexte, on va dire que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est du 4/5e synchrone, 1/5e asynchrone, mais un asynchrone très efficace qui va venir compléter efficacement ce qu'on propose. Puis, la deuxième chose très rapidement, c'est la complémentarité. Et là, on le voit bien, c'est qu'on ne va pas tous, tout seul, faire tout. Donc, et là, c'est génial parce qu'on a un super terrain pour travailler ensemble et pour justement articuler nos propositions et puis pour construire ensemble des outils de coopération éducative. Valérie? Alors, de notre côté, je rejoins évidemment ce que disait Arnaud. Effectivement, il n'y a pas... je crois que les publics, il y a autant de publics finalement que... il y a autant d'options que de publics possibles. Et du coup, de notre côté, nous, on est en train évidemment de réfléchir au prochain événement, puisque février, c'est... traditionnellement notre université d'hiver, et donc elle se fera forcément cette année à distance. Du coup, c'est vrai qu'on a réfléchi à une offre qui permette justement que ceux qui souhaitent du synchrone puissent s'inscrire dans du synchrone et que ceux qui ont besoin d'asynchrone et de plus d'autonomie ou de moins d'autonomie puissent aussi s'y retrouver. Donc du coup, on va avoir des parcours qui vont être proposés sur des formats différents, des mêmes parcours, mais qui vont être proposés soit avec classe virtuelle plus travail en autonomie. Le même parcours va pouvoir être proposé sur une plateforme avec un tutorat et le même parcours va pouvoir être proposé en format téléchargeable
avec une connexion moindre et sans tutorat. Donc voilà, on essaie aujourd'hui de travailler dans ce sens-là pour permettre finalement à chacun de s'y retrouver. Donc je crois que ça c'est un des points importants de ce que la réflexion et l'expérience qu'on a eue cet été nous a permis de mettre en place. Voilà, je crois que ça c'est un point vraiment primordial. Et je dirais aussi que on a pu faire aussi des constats assez simples parce que entre cet événement de cet été et l'événement de février, on a évidemment pas mal de nos actions dans le cadre de FSPI notamment, de formation et autres, mais essentiellement de formation, qu'on a dû passer à distance. Et de ce fait, on a pu expérimenter différents outils. Donc ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'évidemment, pour l'instant en tout cas, au-delà de 12 inscrits, la qualité du suivi, la qualité des connexions, la qualité des outils était moindre. Et ce qui nous préoccupe beaucoup, effectivement, c'est comment finalement arriver à faire que d'ici peu, l'inscrit puisse avoir un confort aussi bien au niveau de l'image que du son équivalent à celui qu'il aurait en présentiel. Ça fait partie de nos préoccupations aujourd'hui et évidemment, on est comme vous, on n'a pas encore de réponse, hein, mais on espère bien en trouver une un jour. Ça, c'est aussi un point important dans tout ce qu'on est en train de mettre en place. Quelle est la meilleure formule de tutorat? Quelle est la meilleure formule d'hybridation? Ce sont des interrogations et je pense que c'est l'expérience qu'on a vécue et les expériences qui viennent qui vont nous aider à déterminer ce qui est le mieux ou peut-être à déterminer qu'effectivement le fait d'avoir plusieurs formats peut répondre aux besoins des uns et des autres. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire. Il y a quand même peut-être un point important aussi qui est la charge de travail est pas la même à distance et on s'aperçoit que même dans du synchrone, eh bien, on a plus de temps nécessaire pour atteindre un même objectif de formation. Parce que les échanges se font pas aussi facilement et aussi automatiquement. On voit bien que le temps qu'on mette le micro en place, etc., des fois, il peut se passer un petit laps de temps. Et du coup, c'est plus contraignant. La fatigue aussi de l'écran et la charge de travail des formateurs et des formés est à prendre en compte. Jusqu'où on peut supporter cette charge de travail à distance qui est quand même pas tout à fait la même. Voilà. Oui, c'est très vrai. Merci Valérie. Célestine, le mot de la fin donc sur cette question. Oui, alors c'est compliqué parce qu'effectivement, c'est une question sur laquelle on pourrait rester des heures, mais je vais faire court. Ce qui est certain, en tout cas, quand je vois il y a quelques interrogations dans le chat, ce qui est certain, c'est qu'on ne refermera pas cette porte. C'est que le fait que maintenant on soit passé, enfin qu'il y a eu un développement de l'utilisation du numérique pour l'enseignement-apprentissage, pour la formation, ça va rester. Maintenant, il y a aussi une volonté, effectivement, de revenir à quelque chose de plus humain, de plus facile, de retrouver aussi ce qu'on n'a pas quand on est à distance en matière de guidage de classe, d'enseignement, d'apprentissage, et que ce qui est en train de se travailler actuellement, c'est l'optimisation des propositions qui ont surgi pendant la crise pour garder quelque chose qui sera vraiment enrichi. Alors, c'est des grands mots, hein, je suis très vaste, mais dans ce que disait Arnaud, dans ce que disait Valérie, on retrouvait vraiment ça. Et puis, être en capacité de vraiment, oui, remettre le numérique à sa place à un moment donné, c'est ce qu'on a tous envie de faire. Ne pas oublier, c'est ce que tu disais Valérie, que le numérique, il ne fonctionne pas tout seul. Il y a énormément de médiation derrière et quelle que soit la proposition, ça demande de nouveaux métiers. Et en fait, je pense que c'est moins un remplacement qu'un complément. Et donc, ça ouvre des possibles. Ça nécessite de réinventer aussi la manière dont on s'investit dedans, puisque ce n'est pas « je vais faire ça au lieu d'eux », mais c'est « qui va faire ça en plus ». Et en même temps, c'est une très grande richesse. Moi, il y a deux choses que je retiendrai et qui vont rester. Tout d'abord, le côté collectif, mutualiser et travailler ensemble. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est rendu beaucoup plus facile grâce à la crise et ce besoin de travailler à distance, ça
peut nous permettre de se projeter, de voir comment on veut évoluer beaucoup plus facilement. Et puis, l'autre chose, c'est de repenser la mobilité. Et je terminerai peut-être là-dessus parce que cette crise, elle nous amène aussi, et c'est notamment quand on passe à la nuit des idées bientôt, proche, c'est cette question ici, c'est finalement, on est aujourd'hui aussi confronté à des enjeux environnementaux absolument dingues et on s'est aperçu, même si c'est absolument pas neutre au niveau de l'empreinte écologique que d'utiliser le numérique et des canaux partout, on se rend compte que peut-être que les mobilités peuvent être revues, ne serait-ce qu'en termes de formation, d'expertise. Nous, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on arrive à faire à distance et qu'on peut peut-être aussi enrichir les formations parce qu'on les inscrira plus dans la longueur, parce qu'au lieu d'aller en mission une semaine, on sera en capacité, et c'est déjà le cas puisque ça s'est mis en place, de travailler en amont avec les personnes formées, de pouvoir faire un point après, et puis d'avoir cette classe inversée, mais à grande échelle et sur une temporalité autre. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses qui se mettent en place, qu'il faut bien être conscient que on a nos vies qui sont bouleversées durablement, que ça fait une résonance avec plein de problématiques actuelles et que pour autant, il ne s'agit pas de revenir sur tout ce qui fait la richesse de l'enseignement, notamment dans l'enseignement des langues. On est quand même sur des aspects communicationnels, d'échange, de partage et qu'on sent bien que ça manque à un moment donné et qu'il faut qu'on trouve les meilleures modalités. Voilà, c'est des grands discours, mais c'est vraiment ce que nous, on ressent et le sens dans lequel on travaille. Donc, l'Institut français continuera à faire, on l'espère, ce qu'on a fait, mutualiser, outiller, former, et puis garder cette relation au réseau que je trouve particulièrement saine. On est ensemble, on travaille collectivement, et j'espère que ça, on arrivera à le maintenir pour qu'on ne soit pas derrière des écrans trop éloignés. Merci Célestine. Alors, je crois qu'au fond, nos opinions convergent et ça n'étonnera personne, évidemment, au-delà de notre amitié professionnelle, mais je pense qu'on partage tous les mêmes points de vue et c'est la raison pour laquelle, vous avez vu, j'ai intitulé cette table ronde « La réponse du secteur public ». Au singulier, parce que finalement, malgré nos réponses au pluriel, le retour est le même. Alors, vous êtes des hôtes parfaits, il est 18h01, je n'ai même pas sonné l'alarme pour vous interdire de parler, donc je vous remercie. Je vais clore ce séminaire avant de laisser la parole à notre directeur général adjoint, Monsieur Foin, qui va nous rejoindre. J'annonce vos bonnes nouvelles quand même, comme à la télévision. Donc, chez Arnaud, du côté de chez Besançon pour le CLA, la prochaine date, c'est le 9 décembre. Vous organisez une journée qui est labellisé Africa 2020 autour du français comme valeur ajoutée pour la mobilité académique. Et puis, vous allez lancer prochainement un produit de formation sur l'enseignement à distance avec des parcours de 30, 15 et 45 heures autour de cette problématique. Pour l'Institut français, on ne le présente plus, le séminaire langue française qui arrive très bientôt, du 14 au 18 décembre, évidemment entièrement en ligne, destiné à l'ensemble des agents du réseau. Vous le connaissez, je ne vais pas plus vite que ça, les inscriptions sont gratuites, tout est sur le site internet des ateliers de l'Institut français, AIF, et ce séminaire proposera des retours d'expérience, des analyses, des perspectives et en quelque sorte poursuivra le dialogue que nous allons initier ce soir ensemble. Du côté de France Éducation internationale, Valérie l'a dit, notre grande actualité, c'est l'ouverture des inscriptions au Belk numérique le 15 décembre prochain. On espère que tous les gens qui ont participé à ce webinaire vont s'inscrire. En tout cas, on vous attend nombreux. Voilà, donc notre webinaire s'achève. Je vous remercie vraiment pour votre participation, vous trois, les intervenants. Je remercie Véronique qui a été à la manœuvre pendant toute cette séquence pour répondre à vos questions et nous faire remonter les questions. Je remercie notre service de communication pour l'appui technique et je vous remercie, vous aussi les auditeurs, pour votre bienveillante attention. J'espère qu'elle a été bienveillante. Je n'ai pas vu le chat. Véronique, tu me diras après. Voilà, je cède la parole maintenant à notre directeur général adjoint, Monsieur Stéphane Foin, pour le mot de la fin et je l'invite à monter sur scène. Je vous remercie vraiment à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Alors, est-ce que Monsieur Foin veut bien monter sur scène et ne pas me laisser seule trop longtemps sur cette scène? Voilà, bonsoir Juliette. Bonsoir à toutes et à tous. Je dis aussi bonsoir à Arnaud, à Célestine, qui sont nos invités ce soir, à Valérie et Véronique. Donc,
Merci beaucoup, un grand merci parce que c'est le 5e et donc dernier webinaire qui clôt cette semaine de célébration des 75 ans de France Éducation Internationale, autrefois appelé le CIEP. Et cette semaine, vous le savez toutes et tous, était placée sous le haut patronage du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et aussi du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Lemoyne. Alors, on l'a dit à plusieurs reprises, on voulait célébrer ces 75 ans par un rassemblement de tous nos agents de l'établissement, de nombreux partenaires aussi, des collègues, des amis. On voulait faire ça à la Sorbonne. On voulait faire peut-être une fête aussi. Mais malheureusement, bon, il a fallu inventer une autre façon de se retrouver. Et vraiment, je vous remercie toutes et tous. Chez nous d'abord, au service de la communication de France Éducation, mais aussi dans tous les départements, dans tous les services, au département langue française ce soir, et bien sûr à tous nos invités qui nous ont accompagnés, et encore plus et surtout à ceux qui nous ont suivis. Je les remercie pour leur fidélité. Je voudrais remercier aussi tous les partenaires qui ont permis d'organiser ces 5 webinaires, la Commission européenne, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le ministère de l'Éducation du Maroc également, bien sûr l'Institut français de Paris, le CLA de Besançon, l'Université de Paris et l'entreprise Évidence B, et puis plus largement tous ceux qui ont permis d'avoir un large public, c'est-à-dire les universités françaises qui sont nos partenaires pour tout le programme des assistants de langue, qui ont très largement diffuser cette information, les académies, les rectorats en France, et bien sûr, tous nos amis du réseau culturel français à l'étranger. Alors, première édition de plusieurs webinaires, mais succès impressionnant, hein, franchement, ça nous a surpris de voir autant de gens qui s'inscrivaient, un peu comme le campus numérique de cet été que vous avez organisé. Et première édition presque sans bug, j'espère qu'il n'y en aura pas jusqu'à la fin de mon intervention surtout, et grâce à un grand travail collectif de tout le monde. Alors quelques chiffres, vous avez été en moyenne 470 à nous suivre chaque soir de 17h à 18h heure de Sèvres, avec une pointe à 630 personnes connectées en même temps, c'est quand même très impressionnant. Nous avons eu des échanges, reçu des questions de près de 87 pays différents. C'est quand même assez incroyable. Et tout ça en direct. Et les enquêtes de satisfaction, parce que le logiciel qu'on utilise nous permet de faire ça très rapidement, donne un taux de satisfaction à vous faire rougir, puisque c'est 95% de taux de satisfaction. Et 92% de ceux qui ont participé voudraient que nous recommencions, que nous ayons une deuxième série de webinaires, et j'avoue que je m'ajoute à cette liste pour le demander. Alors, comment on peut faire des commentaires? Il y a aussi des pistes d'amélioration, et je suis sûr que ce soir, on nous le dira aussi, c'est-à-dire que on manque toujours un petit peu de temps pour les questions. Hein, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interactions, et malheureusement, comme nous avons fait le choix de nous limiter à 1 heure, on peut en prendre qu'une petite partie, mais pas mal de nos collègues vont essayer de répondre à un maximum de questions hors ligne, offline, disent certains, mais moi je dis hors ligne. Alors, vous savez que toutes les vidéos des 5 webinaires seront consultables pendant un certain temps, donc hors ligne, justement, en rediffusion. Et donc, moi, je vous donne mon petit choix subjectif. Je pense que beaucoup auront le leur, mais vous savez, lundi, on a commencé sur la coopération en éducation. C'était sur l'important sujet ce qu'on appelle les compétences de vie, les life skills, comment elles peuvent améliorer la qualité de l'enseignement dans le monde entier. On a eu, je crois, des explications lumineuses à ce sujet sur ce que c'est. C'est quand même assez compliqué à définir. Ça peut être tout et n'importe quoi. On nous a bien présenté les 12 compétences de vie selon l'UNICEF. On a bien expliqué la différence entre une compétence et une connaissance. C'était pas évident. Et puis aussi comment toute cette thématique des compétences de vie s'inscrit dans un mouvement plus large de réflexion du passage de l'élève à l'apprenant dans les systèmes éducatifs.
Mardi, c'était les certifications et c'était la grande question d'essayer de comment pourrait-on bientôt passer un diplôme de langue un DELF ou passer un test TCF à domicile. Quelle réponse pour les certifications face à la crise? Et là aussi, on a présenté tout le travail qui est en cours à France Éducation Internationale, avec en interne chez nous, mais aussi avec des startups, pour aller dans ce sens de permettre ce genre d'évolution, mais aussi et surtout bien analyser et limiter les risques que ce type de passation pourrait entraîner, en termes de fraude bien sûr, mais aussi en termes pour ce qui concerne une mauvaise gestion des données personnelles si on allait trop vite. Mercredi, c'était notre centre Enik Narik qui était à l'honneur. Et je retiens en particulier, on ne va pas tout retenir, mais moi, mon petit choix subjectif, c'est l'intervention de la collègue de la Commission européenne qui a bien expliqué comment ces attestations de comparabilité, on en produit à peu près 20 000 par an ici, comment elles permettaient de placer des diplômes qui viennent du monde entier dans toute leur diversité sur des grilles communes, en France, bien sûr, mais dans tout ce réseau qui est un réseau en Europe et dans la plupart des pays développés, pour créer ainsi une condition essentielle pour la mobilité des étudiants, pour favoriser l'accès à l'enseignement supérieur, notamment dans l'espace européen d'éducation qui est en construction. Alors jeudi, c'était la journée, c'était le webinaire sur les assistants de langue. Alors là, c'était grande surprise parce que Juliette, vous les connaissez, c'est une petite équipe, ils sont hyper dynamiques, ils ont 22 ans en moyenne, hein, les plus âgés atteignent à peine 30 ans. Donc non seulement ils ont fait un webinaire, eux ils savent faire ça tout seuls, mais ils ont fait un quiz en direct. Ça, le DLF, vous n'avez pas fait un quiz en direct. Enfin, eux, ils ont fait un quiz en direct avec quand même 200 participants. C'était tout à fait impressionnant et très réussi. Et on a eu aussi 2 témoignages d'assistants qui étaient très, très émouvants. Moi, je retiens particulièrement le témoignage de Sean, qui est un assistant de langue anglaise qui enseigne donc la langue anglaise dans les écoles françaises depuis, je crois, 3 ans maintenant. Et comment son témoignage qui disait nous, les Français, nous avons trop tendance à râler pour des petites choses sans importance. Vous voyez, donc comme quoi, non seulement on enseigne la langue française, mais on intègre aussi tous les assistants qui sont en France. Et puis aujourd'hui, c'est difficile de résumer, mais d'abord, on était très heureux d'avoir le CLA, l'Institut français et nous réunis sur un plateau pour réfléchir sur les formations à distance. C'est pas si fréquent qu'on soit comme ça pour réfléchir, et j'espère que c'était intéressant pour le public. Et puis, toutes les adaptations conçues et mises en œuvre que vous avez présentées et qui ont été faites en un temps record, je pense que vraiment ça va nous faire réfléchir tous à l'avenir. Voilà, on n'a pas pu évoquer tous les métiers de France Éducation Internationale, on n'a pas pu évoquer non plus tous nos partenaires, ni toutes les réussites depuis 75 ans, parce que ça aurait pris un peu trop de temps. Mais donc, merci encore une fois à ceux, il y en a encore 177 qui sont en ligne pour de nous avoir suivis pour célébrer cet anniversaire. Et je crois, Juliette et tout le monde, qu'après cette semaine, nous ressentons vraiment encore plus une grande envie de pouvoir nous retrouver tous ensemble en mai ou en juin et en présence, on l'espère, pour un vrai moment convivial. Et pourquoi pas une fête? Je suis sûr que vous êtes partante. Toujours. Toute votre équipe. Toujours. Voilà. Bon, donc rendez-vous est pris. Et merci encore à toutes et à tous. À bientôt. À bientôt. On vous remercie. Au revoir.